Bonjour à tous, je suis fière de vous présenter la première édition du journal L'Info Métaux. En premier lieu, nous aborderons la retraite avec le reportage de nos deux équipes et une ou deux interviews des responsables départementaux et nationaux. Ensuite, nous verrons la négociation salariale chez Renault avec une demande de 8,5% portée par les équipes de FO. Dans l'actualité du département, nous aborderons les renouvellements des conseils des prud'hommes avec une interview du coordinateur Claude Bacca. Puis, dans la vie des sites, nous vous ferons découvrir le nouveau site FO Campus et nous aborderons la visite du site de Poissy par le président du conseil départemental Pierre Bédier et le député des Yvelines Carl Olive. Mais avant, je vous propose d'échanger avec Brahim Aït-Atman sur la naissance de cette chaîne d'information. Bonjour Brahim. Bonjour Sabrina. Pouvez-vous nous expliquer ce qui a motivé la création de cette chaîne ? En fait, cette chaîne a mûri dans nos têtes parce qu'on a constaté que le dialogue social en France a son importance, mais n'est pas traité correctement au niveau des télés. En quoi cette chaîne est différente des autres chaînes ? Comme je vous l'ai dit, le dialogue social en France a une extrême importance et malheureusement le traitement qui en est fait n'est pas à la hauteur de ce que les salariés peuvent attendre. Donc ce qu'on espère, c'est que par l'intermédiaire de cette chaîne, on puisse leur donner toutes les informations pour pouvoir maîtriser leur environnement de travail, l'environnement économique et social et apporter aussi de l'information à ces salariés-là. Nous lui souhaitons une belle vie. Merci et à bientôt. Merci Sabrina. Merci Brahim. Mardi 10 janvier 2023, Elisabeth Borne a officiellement annoncé la teneur exacte de la réforme des retraites. Malgré une opposition de la majorité des Français et de l'ensemble des organisations syndicales, le gouvernement persiste dans sa volonté d'imposer une réforme injuste et inefficace. Parmi les mesures annoncées figure le report de l'âge légal de départ de 62 à 64 ans, accompagné d'une accélération de l'allongement de la durée de cotisation, 43 annuités, soit 172 trimestres en 2027 au lieu de 2035, comme initialement prévu par la loi Touraine. Ces mesures obligeront les salariés à travailler plus longtemps, alors même qu'un salarié sur deux n'est déjà plus en emploi au moment de liquider sa retraite. Je vous propose un reportage de notre équipe sur les lieux de la manifestation. La mobilisation des syndicats contre le projet de réforme présenté par Elisabeth Borne est loin de faire l'unanimité. Le combat demande de prendre des forces. L'ensemble de la population française se mobilise contre ce projet inéquitable et injustifié. FO, avec toutes ses fédérations, s'est mobilisé pour réussir les journées du 19 et 31 janvier. FO, avec l'intersyndicale CFTC, Solidaire, CGT, CFDT, CGC, les jeunes et bien d'autres, a rassemblé toutes ces générations pour battre ce projet inutile. Les militants, sympathisants FO ont répondu massivement à cet appel. FO Métaux s'est fortement mobilisé et continue à mobiliser. FO Métaux Val-de-Seine, sous l'égide de l'UDFO des Yvelines, a pris une part active à cet événement d'une ampleur historique puisque près de 2 millions de personnes ont pris part à ce mouvement de contestation. FO appelle l'ensemble de ses syndicats, syndiqués et sympathisants à se mobiliser le 7 et 11 février et aux autres dates à venir jusqu'au retrait de ce projet. Voyons maintenant les positions des leaders départementaux et nationaux. FO s'est mobilisé le 19 et 31 janvier contre le projet de réforme de retraite. Pouvez-vous nous expliquer ce qui a motivé cette décision de vos instances ? Parce que, comme d'habitude, réforme des retraites et à l'époque du quoi qu'il en coûte au moment de la pandémie, on avait dit qu'il ne faut pas que le quoi qu'il en coûte, la facture, ce soit les travailleurs qui la règlent. Et il n'y a pas de problème de financement de nos retraites. L'équilibre du système de la retraite par répartition, le Conseil d'orientation des retraites qui nous faisait des prévisions sur 2021-2022 disant qu'on serait déficitaire de 5 milliards, on est aujourd'hui excédentaire
de 4 milliards. Ils se sont trompés de 9 milliards. C'est un petit peu comme la météo. Quand de temps en temps on nous dit qu'il va faire beau ou qu'il va pleuvoir, eh bien le Conseil d'orientation s'était trompé dans ses prévisions. Et c'est les mêmes qui nous disent qu'en 2030, eh bien, on sera déficitaire. Il n'y a pas de problème de financement de nos retraites, c'est du salaire différé, les cotisations. Plus il y a d'emplois, plus il y a de cotisants et moins de déficit il y a. Au vu de la situation européenne où la majorité des pays sont déjà à 65 ans, ne pensez-vous pas que la France a un temps de retard et que tôt ou tard, il faudra passer à l'allongement des durées de cotisation? Alors, non, la France n'a pas un temps de retard. Notre système de protection sociale collective qui nous prend de la naissance jusqu'à notre mort, décidé à la fin de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, il y a la retraite, et nous étions à 65 ans jusqu'au début des années 80, où nous sommes passés à 60 ans. Il y a eu un recul de l'âge de départ en 2010, de 60 à 62. Pour autant, 50% de ceux qui liquident leur retraite aujourd'hui ne sont plus en emploi. Une partie à l'assurance chômage, l'autre partie maladie et invalidité, et 18% d'entre eux sont aux minima sociaux, voire au RSA. Donc, notre système n'est pas retardataire par rapport aux autres, et en plus de ça, ils sont à 65 ans, mais en Espagne, vous pouvez partir à 61 si vous avez 37 ans de cotisation, à 63 si vous avez 40 ans, alors que nous cotisons déjà 42 années, et on voudrait nous faire cotiser 43, pour certains même, voire 44 pour les carrières longues. Donc nous ne sommes pas en retard. Si je comprends bien, il y a des solutions alternatives de votre point de vue. Pouvez-vous nous les exposer? La première des solutions, d'ailleurs on a repris ce qu'avait dit le Sénat, réforme des retraites, l'enjeu, emploi des seniors. Aujourd'hui, on a le plus bas taux d'emploi de toute l'Europe. Les 55-64 ans sont licenciés et ne retrouvent pas d'emploi. Donc, on a sollicité des économistes, la chaire des économistes d'Aix-Marseille, qui ne sont pas des économistes atterrés, qui étaient plutôt libéraux d'ailleurs comme économistes, qui expliquent que si on augmente de 10 points le taux d'emploi des 55-64 ans, eh bien, ça nous fait 50 milliards en 2030. Donc, pas de déficit des retraites, mais c'est ce que je disais juste avant, des cotisations et du salaire différé. Et le deuxième sujet pour régler les injustices, notamment sur le temps partiel imposé pour la grande distribution, eh bien, c'est de dire aux employeurs qui ont des aides publiques qu'il faut qu'ils payent la cotisation retraite à taux plein pour ces salariés à qui ils imposent du temps partiel. Et nous n'aurons pas de problème d'équilibre et on réglera les injustices, notamment pour les dames qui sont 40% à liquider leur retraite à 67 ans pour avoir une retraite à taux plein. La mise au point d'Elisabeth Borne qui déclare que l'âge de 64 ans n'est pas négociable, ne met-elle pas fin à votre mobilisation? Non, elle ne met pas fin à la mobilisation. D'ailleurs, elle génère plus de mobilisation en disant cela. Elle nous avait dit 65 ans, enfin un recul de l'âge de départ. Et nous lui avons tous dit, toutes les organisations syndicales, et il n'en manque aucune, pas de recul de l'âge de départ, pas d'allongement de la durée de cotisation. Nous avons fait 8 communiqués communs où tous les logos de toutes les organisations sont dessus. Elisabeth Borne, eh bien, elle va nous aider à mobiliser un petit peu plus si besoin en était. Parce que 64 ans, c'est pas possible. Depuis 30 ans, et malgré les réformes successives, les caisses de retraite sont vides. N'est-il pas temps de réformer et d'uniformiser ce régime pour garantir ce système comme le prévoit le projet de réforme? Non, je ne pense pas qu'il soit temps de réformer pour ça. Les caisses, d'ailleurs, elles ne sont pas si vides que ça, en réalité. Et nous sommes sur une retraite, en plus, par répartition, sur un système de retraite à répartition. Donc, en augmentant la cotisation ou alors en ayant une vraie politique de l'emploi qui permettrait donc de remplir mécaniquement les caisses, on n'aurait pas besoin de réforme. Est-ce que ce système basé sur la solidarité intergénérationnelle n'est pas arrivé à bout de souffle? Et n'est-il pas temps de le réformer comme les autres pays européens et de le transformer en capitalisation? Ah non, surtout pas. Surtout pas. La capitalisation, c'est le système le plus dangereux, je crois, qu'on puisse trouver. C'est-à-dire que vous allez économiser pendant toute votre carrière et vous n'êtes pas sûr de retrouver, si le fonds est mal géré, l'argent que vous avez mis en fin de course, en fait. Donc non, surtout pas de système par capitalisation.
Et je signale quand même au passage que Lionel Jospin, quand il était Premier ministre, avait créé un fonds de réserve des retraites, que ce fonds de réserve était justement fait pour la période dans laquelle nous sommes, à savoir 2020-2040, donc là où on pensait qu'il y aurait effectivement quelques problèmes sur les caisses de retraite, et que ce fonds a été dilapidé pour autre chose. Je vais être très franc, moi j'estime qu'on a carrément spolié les salariés puisqu'ils ont cotisé pour quelque chose et que l'argent a servi à autre chose. Vous ne trouvez pas que les syndicats en France surréagissent par rapport à la retraite à 64 ans, quand on sait que la plupart des pays européens sont plutôt entre 65, 67, voire 70 ans? Si j'étais vulgaire, je dirais c'est pas parce qu'on fait des conneries ailleurs qu'on est obligé de les reproduire. Actuellement, quand on regarde le poids des retraites dans le PIB, on s'aperçoit que le poids est à peu près constant. Depuis les années 60, on a réalisé de tels gains de productivité que de toute façon, on pourrait très bien continuer comme on est là. Et puis très franchement, je préfère moi payer des retraités plutôt que de payer des chômeurs, puisque les retraités qui restent dans l'emploi empêchent les chômeurs d'arriver dans l'emploi. Je crois que là, on a l'essentiel de la réponse en fait et de la réflexion. C'est un choix politique qui a été fait par le gouvernement. C'est un choix politique. Il faut amener les Français au fonds de pension et ça, nous le refusons complètement. Ce projet de réforme est au dire du gouvernement porteur de progrès de droits pour les femmes. Avez-vous la même lecture? Ah non, pas du tout. On n'a pas la même lecture que le projet de réforme du gouvernement, puisque que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, de toute façon, il faudra travailler 2 ans de plus. Donc c'est déjà pas un progrès au niveau social, c'est plutôt d'ailleurs un recul, parce qu'on sait que les femmes, déjà, elles ont des carrières hachées tout au long de leur vie. C'est beaucoup plus difficile de prendre une retraite. Mais si en plus on leur demande de travailler encore plus et on ne retient plus les années où elles ont eu des enfants pour avoir des trimestres, pour nous c'est un recul social. La véritable erreur par rapport aux retraites n'était-ce pas le passage de 65 à 60 ans? On peut l'interpréter de deux façons. Nous, on était très attachés à la retraite à 60 ans, parce que quand on a travaillé toute une carrière, il est normal de mériter une retraite à 60 ans. Et on s'aperçoit qu'au fil des années, chaque gouvernement a voulu faire une réforme. On en est à la 7e avec la réforme présentée par M. Macron. Et on sait bien sûr que l'allongement de la vie fait qu'il faut travailler un peu plus longtemps. Pour autant, passer l'âge aujourd'hui à 64 ans, pour nous, était une aberration, puisqu'il y avait d'autres sources de financement pour pouvoir financer les retraites. Il est normal de pouvoir profiter de la vie une fois qu'on a fait toute une carrière professionnelle. Dans le secteur que vous représentez, secteur automobile, la prise en compte des carrières longues est une bonne chose, non? Alors, la prise en compte des carrières longues, d'abord j'aimerais rappeler que la réforme des retraites est pour nous profondément inéquitable et injuste pour diverses raisons qu'on pourrait développer, mais principalement parce que aujourd'hui dans le pays on a beaucoup de problèmes liés à l'inflation, liés au chômage, liés à l'emploi, qu'il faudrait traiter en priorité avant de mettre la réforme des retraites sur la table, parce qu'on a le temps sur ce sujet-là. Alors sur les carrières longues, a priori on a un statu quo, et on pourrait penser que c'est une bonne mesure, mais quand on regarde un petit peu dans le détail, on s'aperçoit qu'il n'y a pas véritablement d'amélioration. Et les gens qui sont susceptibles de bénéficier des départs anticipés pour carrière longue doivent avoir travaillé assez longtemps, plus de 5 trimestres avant 18 ans ou avant 20 ans pour certains, pour partir avant 62 ans. Donc un dispositif qui pourrait être plus favorable, mais qui en fait dans les faits ne l'est pas du tout. La prise en compte du facteur pénibilité dans le projet de réforme devrait vous réjouir. Alors, la prise en compte du facteur pénibilité pourrait être une bonne chose. Néanmoins, quand on regarde précisément le texte, on s'aperçoit que pour remplir ces facteurs de pénibilité qui donc devraient nous permettre de partir en départ anticipé à la retraite, il faut remplir un certain nombre de critères. Critères de durée, critères de régularité. Et en fait, dans les faits, on s'aperçoit que là aussi, on ne remplit que très rarement ces facteurs de pénibilité. Aujourd'hui, on en a 6. Il en manque 4 au registre, et ça, les pouvoirs publics n'ont pas voulu les réintégrer. Il nous manque la manutention de charge lourde, c'est quand même un critère extrêmement important pour la pénibilité. Il nous manque les postures pénibles, là aussi, dans l'automobile,
charges lourdes et postures pénibles, c'est quelque chose auquel on est confronté très régulièrement. Les vibrations mécaniques, quand on porte des outils, là c'est pareil, c'est pas pris en compte. Et l'exposition aux agents chimiques. Également, dans l'automobile, on est exposé très régulièrement à ces agents-là. Donc, il nous manque 4 critères importants qui ne sont pas pris en compte. Et en plus, dans les 6 restants, il faut être exposé très régulièrement. Je vais vous donner un exemple pour le travail de nuit. Il faut travailler 120 nuits dans l'année et entre 0 et 5 heures du matin. Ce qui fait que beaucoup de salariés ne remplissent pas ces critères et donc ne bénéficieront pas de la pénibilité, ne pourront pas travailler et partir plus tôt à la retraite. Vous venez d'avoir vos négociations salariales, où vous souhaitiez obtenir 8%. Au final, vous avez obtenu 7,5%. Quel est votre ressenti sur cette négociation ? Ces négociations étaient des négociations marathon. Nous avons commencé à 10h du matin, terminé à 20h. Le temps passé était justifié. Il était important également que notre objectif de 8% puisse correspondre à la forte attente des salariés compte tenu de l'inflation galopante et aussi de la préservation du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat est important. Nous sommes, nous, FO, des garants de la préservation, de la défense, mais aussi de l'amélioration du pouvoir d'achat. Dans une situation telle qu'on vit aujourd'hui, il était important de pouvoir le préserver et de faire en sorte pour les salariés de Renault de répondre à cette question, à cette problématique-là. Pourquoi ? Parce que chez Renault, depuis plusieurs années, il n'y a pas eu d'augmentation salariale significative compte tenu de la situation et du contexte de l'entreprise. Nous étions effectivement là pour pouvoir rééquilibrer et répondre à cette problématique, quand bien même le contexte de leur entreprise est difficile. Il était important de pouvoir faire en sorte de ne pas hypothéquer l'avenir pour pouvoir maintenir l'engagement et la motivation des salariés. Sans transition, nous allons nous plonger dans une institution méconnue mais fort utile, le Conseil des prud'hommes, CPH, qui est chargé de régler les conflits individuels entre employeurs et salariés liés au contrat de travail de droit privé, apprentis inclus. Interview de Claude Bacca, coordinateur FO des conseillers prud'homaux. Pouvez-vous nous expliquer en quoi consistent les prud'hommes ? Les conseils des prud'hommes ont été créés en 1806 sous Napoléon Ier. C'est une juridiction spécialisée dite juridiction d'exception. Ces tribunaux ont pour but de régler les litiges en rapport avec l'activité professionnelle. Par exemple, un licenciement pour faute grave, le non-paiement des salaires ou des primes, les situations de harcèlement moral, sexuel ou de discrimination. Au début, les employeurs étaient majoritaires. C'est avec le décret de 1848 que le paritarisme est arrivé. Au départ, c'était une élection professionnelle. Depuis 2016, ils sont nommés par le garde des Sceaux et le ministre en charge du travail sur proposition des organisations syndicales et professionnelles. Une juridiction divisée en sections, encadrement, commerce, activités diverses, industrie et agriculture. 2023 est une nouvelle mandature. Nous partons pour une nouvelle aventure de 3 ans au lieu de 4. Pour le 78, nous avons 28 conseillers répartis sur 5 tribunaux qui sont Versailles, Saint-Germain-en-Laye, Poissy, Mantes, Rambouillet. Y a-t-il des formations pour les conseillers ? Oui, bien sûr. Le ministère de la Justice organise 5 jours sur la mandature, dont 3 en e-learning. Mais FO, grâce à l'AFIP, nous organisons 12 jours de formation par an. Nous reviendrons très rapidement vers vous pour vous présenter cet organisme. Partons maintenant au CEMR, Centre d'expertise métiers et régions, où nos collègues ont lancé un site internet en collaboration avec l'équipe de Vélizy. Ce site, baptisé FO Campus, a pour objectif d'informer les salariés des actualités de cette nouvelle entité. Reportage de Delphine. Bienvenue sur le site FO Campus. Nous voici sur la page d'accueil avec toutes les actualités, la météo, l'info des trains. Dans la rubrique Actualité et Campus FO, vous avez la partie Origine FO. C'est donc ce qui concerne l'explication de l'origine du syndicat. Alto, qui est un menu pour consulter la création du Green Campus avec les derniers travaux en groupe de travail. Dans la rubrique Les liens utiles, vous avez tous les liens vers les sites du CSE, Oxygène, ASCAP, la Mutuelle, comment faire sa demande de médaille du travail, les sites de FO Cadre, FO Métaux. Dans la rubrique Campus, tout se déroule sur le site du CEMR. Donc les comptes rendus du CSE, le groupe de travail de restauration pour améliorer la cantine au quotidien, le lien vers l'équipe locale, un sondage, si vous avez des questions, et les derniers tracts qui sont distribués. Dans la rubrique Services, vous avez toutes les petites annonces si besoin, plus les liens vers l'AFOC et Légifrance qui sont plus faciles d'accès. Dans la rubrique Principaux accords,
vous avez toutes les conventions collectives de la métallurgie et tous les accords qui sont validés ou les avenants concernant les accords. Le site de Poissy industriel a reçu la visite du président du conseil départemental, Pierre Bédier, et du député des Yvelines, Carl Olive, afin de montrer le savoir-faire développé par cette usine durant ses 80 années d'existence. Vendredi 11 janvier 2023, Pierre Bédier, président du conseil départemental des Yvelines, et Carl Olive, député de la 12e circonscription des Yvelines, ont visité le site de Poissy industriel. Cette usine se tourne vers l'avenir avec la fabrication des voitures électriques. Riche d'une histoire de 80 ans, Stéphane Gélas, avec l'ensemble du CODIR, ont expliqué les orientations prises par le site pour se préparer à cette conversion. Les enjeux de formation et de transformation d'emploi sont au centre des préoccupations des élus et de la direction du site. L'Union européenne a pris la décision de mettre fin aux voitures thermiques en 2035. Le groupe Stellantis a décidé d'anticiper ce challenge et l'ensemble des sites passe aux véhicules électriques en 2030. L'emploi industriel est au cœur de l'action politique et économique. J'espère que vous avez apprécié cette première édition. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Bla bla bla, A-I-O-U-Y. Tu vois? Oh purée. Ces tribunaux. Ces tribunaux